Le président de Madagascar, André Rajoelina, s'est enfui à l'étranger à bord d'un avion militaire français, selon les informations de RFI publiées ce lundi. Le dirigeant assiégé aurait été exfiltré à la suite d'un accord négocié avec le président français Macron alors que la crise politique s'intensifie dans la nation insulaire. Pourtant, comme le rapporte la Une, cette fuite n'est pas suffisante pour le peuple malgache en colère. Madagascar n'est pas tombée, elle s'est réveillée. Ce que le monde a appelé un coup d'État était en réalité un verdict. Une nation lassée de voir ses dirigeants dîner à Paris pendant que ses enfants mouraient de faim à Antananarivo a finalement dit non. Lorsque les lumières se sont éteintes et que les robinets se sont asséchés, le silence s'est rompu. La jeunesse, née de promesses mais nourrie d'excuses, a décidé que l'obéissance n'était plus une vertu. Et lorsque l'armée a déposé les armes et a marché à leur côté, l'ancien ordre s'est effondré du jour au lendemain. Ce n'était pas le chaos, c'était la clarté, le moment où Madagascar s'est souvenu à qui elle appartenait. Mais que se passe-t-il réellement? Découvrons-le. Tout a commencé en silence, comme la plupart des révolutions, non par un coup de feu, mais par une coupure de courant. Encore un blackout dans une ville déjà habituée à l'obscurité. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le silence à Antananarivo n'était pas la résignation habituelle, c'était une pause avant l'impact. Les lumières se sont éteintes et le pays a réalisé qu'il vivait dans le noir depuis trop longtemps. Pas seulement sans électricité, mais sans leadership, sans justice, sans espoir. Pendant des mois, les rues avaient chuchoté l'effondrement. Des familles passaient des nuits à la bougie, leurs aliments pourrissant dans des réfrigérateurs sans courant, tandis que les ministres du gouvernement donnaient des discours télévisés depuis des bureaux climatisés alimentés par des générateurs privés. La fracture entre les dirigeants et les dirigés était devenue si obscène que même les plus pauvres ont cessé de croire au destin. Ils ont commencé à croire au changement. Début octobre 2025, la tension était devenue un battement de tambour. Le prix de l'eau avait triplé, le chômage étranglait la jeunesse, et les promesses de réforme de l'État s'étaient transformées en un rituel creux. Mais ce n'est pas l'échec politique qui a brisé le peuple, c'était l'humiliation. Le président malgache, André Rajoelina, un homme qui s'était autrefois présenté comme le modernisateur, a été exposé comme quelque chose de bien plus ancien et de plus laid, un symbole de dépendance. Il portait un passeport français aussi facilement que son passeport présidentiel. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement un dirigeant corrompu, c'était un rappel que le pays n'avait jamais vraiment quitté la table coloniale. Cette double nationalité est devenue une blessure morale. Chaque panne de courant rappelait au peuple que la puissance de leur nation, littérale et politique, était toujours branchée sur la France. Chaque robinet vide leur rappelait les accords étrangers qui exportaient la richesse et importaient la dette. Au moment où les manifestants se sont rassemblés pour la première fois devant les bureaux du gouvernement, ils ne réclamaient pas une meilleure gouvernance, ils réclamaient la libération. Les manifestations ont commencé avec les étudiants universitaires, les enfants d'Internet, qui n'avaient plus rien à perdre à part leur connexion Wi-Fi. Ils portaient des pancartes en carton disant « Nous n'avons pas besoin de dons, nous avons besoin de dignité ». En quelques jours, chauffeurs de taxi, ouvriers d'usines et enseignants les ont rejoints. Le mouvement a grandi non parce qu'il était organisé, mais parce qu'il était honnête. Pourtant, même si les foules grossissaient, le gouvernement de Rajoelina se moquait d'elle. Les ministres apparaissaient à la télévision, accusant des agitateurs étrangers, comme si le peuple avait besoin d'étrangers pour lui enseigner sa propre faim. Mais l'arrogance s'est retournée contre eux. Chaque insulte lancée à la jeunesse ne faisait que confirmer ce qu'ils savaient déjà, que l'État ne servait plus le peuple, mais se servait lui-même. Puis vint le jour qui brisa la façade. Le Parlement, lassé par la corruption et la colère publique, a voté la destitution de Rajoelina. Le président, dans un dernier acte de désespoir, a tenté de dissoudre le Parlement avant que les documents ne soient signés. Ce fut l'erreur fatale. La Constitution s'est fissurée sous la pression, et dans cette fracture est intervenu le colonel Michael Randrian, le commandant discipliné et silencieux de l'unité d'élite CAPSAT. Les mêmes soldats qui avaient autrefois porté Rajoelina au pouvoir le regardaient, maintenant démanteler la loi pour se sauver. Pour eux, la loyauté envers un homme s'arrêtait là où commençait la loyauté envers la nation. Alors que la capitale rugissait de protestations, l'armée a commencé à bouger, non pas contre le peuple, mais vers lui. Quand les chars sont apparus dans les rues d'Antananarivo, personne n'a crié, personne n'a couru. Au lieu de cela, ils ont applaudi. Les soldats se sont tenus aux côtés des manifestants, les protégeant de la police même censée les réprimer. Et à ce moment-là, la révolution a changé de caractère. Ce n'était plus le peuple contre l'État, c'était le peuple qui reprenait l'État. À minuit,
Les lignes électriques étaient toujours coupées, mais une autre sorte de lumière remplissait la ville. La lueur des écrans de téléphone portable enregistrant l'histoire en temps réel. Alors que la rumeur se répandait que Rajoelina avait fui le palais, les foules ont explosé. Certains pleuraient, d'autres chantaient, mais tous comprenaient une chose. Madagascar n'était pas en train de s'effondrer, elle se levait enfin. Cette nuit-là, le monde a appelé cela un coup d'État. Mais pour ceux dans la rue, c'était quelque chose de plus profond. Un retour au pays du pouvoir. Et la question qui persistait sous la célébration était la même que sur tous les continents observant de loin. Si c'est ainsi que cela commence, que se passe-t-il lorsqu'une génération entière décide de ne jamais revenir en arrière? Les révolutions n'apparaissent pas de nulle part. Elles mûrissent tranquillement à l'intérieur de ceux à qui l'on a trop longtemps refusé. Lorsque les rues de Madagascar se sont illuminées de l'énergie de la défiance, ce n'était pas seulement parce que les gens étaient en colère. C'était parce qu'une génération entière a finalement cessé de prétendre que la patience était une vertu. Les coupures de courant, les robinets vides, les promesses creuses n'étaient que des étincelles. Ce qui a véritablement enflammé le pays, c'est la prise de conscience générationnelle que l'obéissance était devenue le langage de la déliquescence. La jeunesse de Madagascar, celle-là même moquée comme des rêveurs paresseux par l'élite politique, est devenue l'architecte d'un mouvement qu'aucun parti ou politicien ne pouvait revendiquer. Ils se sont appelés Gen Z Madagascar, non pas comme une mode, mais comme une déclaration. Ils sont nés après les révolutions des années 2000, élevés à l'ère des hashtags, de la désinformation et de la désillusion. Ils ont grandi en regardant de vieux hommes faire des discours sur le progrès tandis que leurs propres écoles s'effondraient. Ils ont vu leurs parents faire la queue pour le carburant, travailler sans être payés et s'excuser pour une nation qui ne leur a jamais donné de quoi être fière. Mais la génération Z était différente. Elle avait Internet. Elle avait les yeux sur le monde. Et elle voyait ce que la vie pouvait être ailleurs. L'écart entre la possibilité et la réalité est devenu insupportable. Chaque tweet de Paris montrant des lumières vives de la ville leur rappelait que leur propre capitale s'enfonçait dans l'obscurité. Chaque publication mondiale sur les droits de l'homme était moquée par la censure de leur propre gouvernement. Pour la première fois depuis des décennies, les jeunes ne se sentaient pas seulement pauvres, ils se sentaient insultés. Le mouvement a commencé dans de petits cercles, des forums universitaires, des espaces en ligne et des groupes de discussion. Mais ce qui l'a rendu imparable, c'est son humilité. Il n'était pas dirigé par des célébrités ou des militants de carrière, mais par de jeunes ingénieurs, étudiants, infirmiers et diplômés au chômage. Des personnes qui vivaient les échecs qu'elles combattaient. Ils se sont organisés non par des discours, mais par la solidarité. Lorsque le gouvernement a interdit les manifestations dans la capitale, les jeunes n'ont pas reculé. Ils se sont dispersés à travers le pays, transformant chaque place de ville en miroir de rébellion. C'était stratégique, pas chaotique. Ils avaient étudié les mouvements au Sénégal, au Burkina Faso et au Soudan. Ils comprenaient comment faire en sorte que le régime craigne l'exposition plus que la confrontation. Ainsi, au lieu de brûler des bâtiments, ils ont enregistré des preuves. Ils ont téléchargé des vidéos de passage à tabac par la police, de camions-citernes déviés vers des quartiers d'élite, d'enfants buvant dans des puits boueux. Ils n'ont pas seulement accusé l'État d'échec, ils l'ont montré. Et pendant que le monde débattait si les manifestations à Madagascar étaient démocratiques, les jeunes n'ont jamais perdu leur souffle sur des définitions. Ils ne se battaient pas pour l'approbation occidentale, ils se battaient pour prendre leur destin en main. Lorsque la presse internationale a tenté de les décrire comme désillusionnés, un leader étudiant a répondu en ligne « Nous ne sommes pas désillusionnés. Nous avons juste fini d'être polis ». Cette phrase s'est propagée plus vite que le gouvernement ne pouvait la supprimer. Ce qui reliait chaque manifestant n'était pas l'idéologie, c'était la faim. La faim non seulement de nourriture, mais de contrôle. Ils voulaient décider qui parlait pour eux. Ils voulaient mettre fin à l'insulte des dirigeants qui souriaient à Paris pendant que leur peuple mendiait sur les marchés. Pour eux, le passeport français de Rajoelina était plus qu'un scandale. C'était la preuve qu'il gouvernait comme un visiteur dans son propre pays. Alors que les foules grandissaient, la police a reçu l'ordre de les réprimer. Mais c'est là que le mouvement a évolué à nouveau. Les jeunes n'ont pas seulement résisté, ils ont déjoué. Ils ont changé de lieu de rassemblement à la dernière minute, ont partagé des itinéraires en temps réel via des applications cryptées et ont diffusé en direct les mouvements de la police. En quelques jours, le gouvernement a perdu son monopole sur la vérité. Pour la première fois depuis des décennies, le peuple malgache pouvait voir son état au grand jour. Et ce n'était pas beau à voir. Et pourtant, au milieu du chaos, il y avait un calme étrange. Les jeunes manifestants ne réclamaient pas de vengeance, ils réclamaient le renouveau. Ils ne voulaient pas détruire le pays, ils voulaient le reconstruire selon leurs propres termes.
Leurs chants n'étaient pas en colère. Ils étaient délibérés, presque spirituels. Ils scandaient « Nous n'accepterons plus ». Au bout de la deuxième semaine, leur nombre avait gonflé au-delà de tout décompte. Les dénégations télévisées du gouvernement semblaient absurdes à côté des images circulant en ligne. Ce n'était plus seulement une protestation, c'était un règlement de compte social, une demande générationnelle pour que Madagascar grandisse ou s'écarte. Et pendant que le monde regardait, une question a commencé à surgir dans chaque salle de rédaction, chaque ambassade, chaque salon. Si la jeunesse pouvait donner vie aux rues, que se passerait-il lorsque les soldats commenceraient à écouter? Faisons une pause pour remercier la communauté de la Une, où les voix, les histoires et les héritages sont préservés et amplifiés. En devenant membre, vous ne faites pas que soutenir la chaîne, vous devenez partie intégrante d'un mouvement culturel puissant. Continuons. Pendant des semaines, l'armée était restée la variable non dite. Les manifestants le savaient, les politiciens le craignaient, et le président prétendait qu'elle n'existait pas. Dans chaque soulèvement africain, il arrive un moment où la foule se tourne vers les casernes, se demandant dans quelle direction les fusils vont tourner. À Madagascar, ce moment est arrivé avec une clarté époustouflante et un courage tranquille. Les soldats avaient observé. Ils avaient vu les nuits de blackout, les robinets secs, les matins de gaz lacrymogène. Ils n'y étaient pas immunisés. Leurs propres familles étaient dehors dans les mêmes rues. Leurs femmes faisaient la queue pour le pain, leurs enfants étudiaient à la bougie, et leurs fiches de paie, comme celles de tout le monde, diminuaient avec chaque nouveau contrat gouvernemental signé à Paris. Le fossé entre le peuple et l'armée n'avait jamais été culturel, il n'était que circonstanciel. Lorsque les ordres du président ont commencé à ressembler moins à de la discipline qu'à de l'autopréservation, la ligne de loyauté a commencé à s'estomper. À l'intérieur de l'armée, les murmures se sont transformés en questions. Pouvait-il vraiment ouvrir le feu sur des étudiants non armés? Pouvait-il défendre un homme qui fuyait la responsabilité en dissolvant le Parlement, même censé représenter le peuple? Chaque serment a son point de rupture. Pour les soldats de Cap Sat, l'unité d'élite autrefois fidèle à Rajoelina, ce point était arrivé. Le colonel Michael Randrian n'était pas un opportuniste, il était un réaliste. Il comprenait quelque chose que les politiciens ne pouvaient jamais comprendre, que la stabilité ne vient pas de la peur, elle vient du respect. Lorsque la chaîne de commandement devient une laisse, l'armée perd son honneur. Et donc un matin, sans fanfare ni effusion de sang, il a publié une déclaration qui a fait des vagues à tous les rangs et sur toutes les radios. L'armée ne protégerait plus la corruption. La déclaration a frappé la capitale comme un coup de tonnerre. Soudain, les points de contrôle se sont effacés. Les soldats ont quitté leur poste pour escorter les manifestants en toute sécurité dans les rues. Les casernes, autrefois utilisées pour détenir les manifestants, ont ouvert leurs portes pour les abriter. Les chars ont roulé, non pas vers le peuple, mais à côté d'eux, formant un mur de protection mobile entre les citoyens et les loyalistes de la police. C'était la discipline redéfinie. Non pas l'obéissance de la force, mais l'obéissance de la conscience. À l'intérieur du palais présidentiel, la panique s'est installée. Le cercle restreint de Rajoelina l'a exhorté à faire des concessions. Mais le pouvoir bâti sur la dépendance ne s'est pas reculé, seulement nié. Il a appelé des réunions d'urgence, a diffusé des avertissements télévisés et a même essayé de contacter Paris pour une médiation. Mais ces appels ont été accueillis par le silence. La France, semble-t-il, n'avait pas d'appétit pour un nouveau scandale portant sa marque. Lorsque le bruit a couru qu'il pourrait chercher asile à l'étranger, le symbolisme est devenu insupportable. L'homme accusé de gouverner pour la France s'enfuyait maintenant vers la France. Pendant ce temps, l'atmosphère à Antananarivo était sans précédent dans son histoire. Une étrange paix électrique. Les manifestants n'ont pas acclamé l'armée comme des héros, ils les ont traités comme des égaux. Des jeunes ont offert de l'eau aux soldats et les soldats ont soulevé les personnes âgées sur des camions pour les ramener chez elles en toute sécurité. Ce n'était pas une unité née de l'idéologie, c'était une unité née de la fatigue. Tout le monde en avait tout simplement assez de prétendre que le système pouvait encore fonctionner. Alors que la nuit tombait, la ville retenait son souffle. La télévision nationale, longtemps porte-parole du régime, s'est éteinte. Puis, quelques minutes plus tard, elle a clignoté à nouveau. Mais cette fois le message était différent. Le colonel Randrian est apparu, non pas dans une arrogance uniforme, mais dans un calme délibéré. Derrière lui se tenaient des officiers de multiples divisions, représentant un consensus qui traversait les factions et les tribus. L'armée assurera une transition pacifique, a-t-il annoncé, jusqu'à ce que le peuple choisisse sa propre voie. Ce n'était pas le discours d'un usurpateur, c'était la déclaration d'un soldat qui retrouvait un sens à son service. Pas de tir, pas de fumée,
Pas de martyr, juste le simple acte de retrait de la tyrannie. Cette tenue était révolutionnaire en elle-même. À l'aube, le président avait disparu. Des rapports ont confirmé plus tard son départ à bord d'un avion militaire français, un détail qui a transformé les murmures de loyauté étrangère en vérité indéniable. Alors que le soleil se levait sur la capitale, les citoyens bordaient les rues, agitant des drapeaux et scandant la même phrase encore et encore. Il ne nous reste plus d'ennemis, seulement du travail à faire. Le coup d'État, si l'on insiste pour l'appeler ainsi, ne ressemblait à aucun autre avant lui. Ce n'était pas la conquête du pouvoir, c'était l'évacuation de la corruption. Madagascar n'avait pas été saisie, elle avait été libérée. Et pourtant, tandis que la poussière retombait, une question plus profonde faisait surface, une question qui déciderait si cette victoire deviendrait un jalon ou un mirage. Maintenant que l'ancien ordre avait disparu, cette unité pouvait-elle survivre au poids de la reconstruction? Voici un rappel pour aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne La Une pour regarder plus de vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Chaque révolution émet une onde sonore. Certaines s'estompent avant d'atteindre le rivage, d'autres voyagent à travers les continents. Le soulèvement de Madagascar n'a pas résonné doucement. Il a retenti à travers l'Afrique comme un battement de tambour annonçant un changement générationnel. Ce qui a commencé comme une rébellion contre un seul dirigeant est rapidement devenu une leçon sur ce qui se passe lorsqu'un continent entier se lasse des systèmes empruntés, des idées empruntées et du pouvoir emprunté. Dans les jours qui ont suivi la chute de Rajoelina, quelque chose de remarquable s'est produit. À travers les capitales africaines, les conversations sont passées de comment Madagascar est tombée à pourquoi elle le devait. Les commentateurs politiques l'ont appelé un avertissement de l'océan Indien. Mais dans les rues de Ouagadougou, Niamey et Conakry, les jeunes l'ont compris comme quelque chose de plus profond, une validation de tout ce qu'ils criaient depuis des années. L'Afrique n'a pas besoin de permission pour respirer. Pendant trop longtemps, les nations ont échangé leur autonomie contre l'approbation. On leur avait dit que la stabilité importait plus que la justice, que les élections importaient plus que l'intégrité, qu'être un bon allié importait plus qu'être un État honnête. Mais le coup d'État malgache, ou correction comme l'appelaient ses habitants, a brisé cette illusion. Il a prouvé qu'aucune constitution, aussi approuvée par l'Occident soit-elle, ne pouvait survivre une fois que les gouvernés cessaient de consentir à l'humiliation. Le symbolisme du départ de Rajoelina était impossible à ignorer. Son évasion à bord d'un jet militaire français est devenue une image rejouée dans les salles de presse de Dar es Salaam. Ce n'était pas seulement la chute d'un président, c'était une métaphore du colonialisme silencieux qui pulsait encore dans les veines de l'Afrique. Pendant des décennies, des dirigeants avec des passeports étrangers avaient gouverné des pays avec une pauvreté domestique, se cachant derrière des accords d'aide qui affamaient l'indépendance. Madagascar a exposé cet arrangement pour ce qu'il était vraiment, une transaction d'obéissance. Et pourtant, la rébellion n'a pas inspiré la colère, elle a inspiré l'imitation. Des militants des nations voisines ont commencé à invoquer le modèle malgache, une révolte qui a réussi non par la violence, mais par la cohérence. C'était la preuve que lorsque le peuple et les soldats défendent la même vérité, même le système le plus enraciné s'effondre sans une seule explosion. Les mouvements de jeunesse africains, déjà en ébullition de frustration, ont soudainement eu une étude de cas, non pas en théorie, mais en pratique. Néanmoins, ce qui a donné du poids au soulèvement malgache n'est pas seulement ce qu'il a renversé, c'est ce qu'il a révélé. Il a montré que la dépendance est la nouvelle dictature. Vous pouvez changer de président, réécrire des constitutions, organiser des élections sans fin, mais si votre budget national est rédigé à Washington ou à Paris, votre indépendance est ornementale. Les jeunes du continent l'ont compris immédiatement. Ils ont vu dans la défiance de Madagascar un miroir de leur propre lutte future, non pas pour des drapeaux ou des chansons, mais pour le contrôle de leurs économies, de leurs terres, de leur histoire. Pendant ce temps, les analystes occidentaux se sont empressés de qualifier l'événement de revers démocratique. Mais les Africains avaient appris à lire de telles étiquettes à l'envers. Ce que l'Occident appelle instabilité signifie souvent désobéissance. Ce qu'il appelle radicalisme signifie souvent respect de soi. Pour la nouvelle génération, la révolte malgache n'était pas une érosion de la démocratie. C'était sa résurrection, car la démocratie sans dignité n'est qu'une cage cérémonielle. La question persistait maintenant à travers le continent comme un défi. Était-ce le début d'un réveil continental? Des réalignements militaires du Sahel au scepticisme croissant de l'Afrique de l'Est à l'égard des contrats étrangers, les signes s'alignaient. Madagascar n'était pas seulement un autre pays en crise,
Elle était devenue le nouveau chapitre de la longue discussion de l'Afrique avec la dépendance. Et pourtant, aucune révolution n'est à l'abri d'elle-même. Le peuple avait reconquis son pays, mais la tâche la plus difficile ne faisait que commencer. Transformer la colère en architecture, le symbolisme en substance. Cette fragile unité entre la jeunesse, les soldats et les citoyens pouvaient-elles survivre au long hiver de la gouvernance qui suit chaque incendie? Les révolutions sont faciles à romantiser la nuit, lorsque les chants sont forts, les drapeaux flottent et que l'histoire semble assez proche pour être touchée. Mais l'aube pose toujours la question la plus difficile. Et maintenant, lorsque les rues d'Antananarivo se sont finalement calmées, lorsque les slogans ont commencé à s'estomper dans l'air ordinaire, Madagascar a été confronté à la partie la plus difficile de toute révolution. Non pas la chute de l'ancien ordre, mais la naissance de quelque chose de meilleur. Les soldats qui s'étaient tenus aux côtés du peuple devaient maintenant devenir des gardiens, pas des dirigeants. Les jeunes qui avaient crié justice devaient maintenant décider à quoi ressemblait la justice dans la pratique. Le conseil de transition, hâtivement assemblé par des officiers, des dirigeants civiques et des technocrates, a promis une feuille de route de 2 ans vers un régime civil, une réforme économique et une reconstruction institutionnelle. Mais le peuple, plus sage maintenant, a refusé d'abandonner sa vigilance. Ils avaient appris la plus ancienne leçon du pouvoir. La liberté n'est pas donnée, elle est empruntée chaque jour à ceux qui sont prêts à la défendre. Madagascar, dans les semaines qui ont suivi le coup d'État, était méconnaissable. La peur qui régnait autrefois dans les rues s'était évaporée. À sa place est apparu quelque chose de brut et d'incertain, une énergie qui se sentait à la fois fragile et inébranlable. Les fonctionnaires ont commencé à se présenter au travail plus tôt. Les médias d'État, autrefois un chœur de louanges pour la présidence, ont commencé à organiser des débats ouverts sur la corruption. Les étudiants universitaires, les mêmes qui avaient mené les marches, ont commencé à rédiger des propositions communautaires pour des projets d'électricité et des coopératives locales. La révolution s'était transformée en participation. Le gouvernement de transition a compris qu'il était surveillé non seulement par la communauté internationale, mais par ses propres citoyens. Il n'y aurait pas de foi aveugle cette fois. Chaque promesse était pesée, chaque action enregistrée. La première étape majeure est intervenue en quelques semaines. Un audit national des contrats étrangers signés sous le régime de Rajoelina. Les conclusions ont été explosives. Des dizaines d'accords d'énergie, d'exploitation minière et d'infrastructures avaient été fortement inclinés en faveur des corporations françaises, drainant les ressources de Madagascar tout en apportant que peu à son peuple. La nouvelle direction n'a pas seulement suspendu ces contrats. Elle a annoncé des plans pour les renégocier entièrement, en donnant la priorité à la propriété malgache et à l'emploi local. Ce n'était pas seulement une réparation politique, c'était une guérison psychologique. Pendant des décennies, les citoyens malgaches s'étaient fait dire que leur avenir dépendait de la bonne volonté occidentale, de l'aide, de l'investissement, de la validation externe. Mais maintenant, pour la première fois en une génération, le récit s'était inversé. La nation parlait d'autosuffisance, de générer sa propre énergie, de traiter ses propres matières premières et d'éduquer ses propres ingénieurs au lieu de les exporter. La révolution avait permis aux gens de croire en leurs propres capacités. Pourtant, la plus grande transformation ne s'est pas déroulée dans les bureaux du gouvernement ou les projets de politique, mais dans la conscience collective. Les jeunes ne parlaient plus des dirigeants comme des sauveurs, ils parlaient des systèmes comme des responsabilités. Le mot « citoyen » a recommencé à avoir du poids. Même l'armée, si souvent le méchant dans la politique postcoloniale africaine, s'est retrouvé redéfini non pas comme un instrument de peur, mais comme un bouclier de responsabilité. La retenue du colonel Randrian lui avait valu le respect d'un continent, mais sa prochaine décision déterminerait si ce respect se transformerait en héritage ou en déception. Les observateurs extérieurs, en particulier en Occident, ont commencé à prédire l'échec. Ils ont dit que la transition s'effondrerait, que l'armée prolongerait son séjour, que le chaos était inévitable. Mais le peuple malgache avait déjà cessé de se soucier des prédictions occidentales. Ils étaient trop occupés à apprendre à se gouverner eux-mêmes. Pour eux, même l'échec sur l'autonomie était plus digne que le succès sur la dépendance. En décembre, de nouvelles initiatives ont commencé à prendre racine. Les programmes agricoles ont donné la priorité aux agriculteurs locaux plutôt qu'aux investisseurs étrangers. Des collectifs technologiques dirigés par des diplômés universitaires ont commencé à développer des micro-réseaux d'énergie renouvelable. Des conseils de quartier se réunissaient chaque semaine pour discuter de la répartition des ressources. Rien de tout cela n'était parfait, mais c'était réel. La révolution avait laissé derrière elle quelque chose de plus puissant que l'ordre, l'élan. Et cet élan portait une vérité tranquille.
que la fin d'un régime ne délivre pas automatiquement le paradis, mais elle ouvre la porte à quelque chose de rare dans l'Afrique moderne. La possibilité d'une nation authentique. Madagascar n'était pas encore stable. Elle n'était pas encore riche. Mais elle était réveillée. Et dans un continent qui lutte toujours contre les fantômes de l'Empire, l'éveil est la plus rare des victoires. Pour l'instant, les lumières se rallumaient. Non pas celles alimentées par du carburant importé, mais celles qui brûlent de l'intérieur. Pensez-vous que la jeunesse malgache puisse protéger sa révolution contre la mainmise des mêmes élites qu'elle a renversées? Dites-le nous dans la section commentaires. L'Afrique apprend-elle enfin que la véritable indépendance commence lorsque vous cessez de demander la validation de l'Occident? Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne La Une et appuyez sur l'icône de cloche à côté. Nous avons décidé de vous proposer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle. La culture, la civilisation, l'histoire et l'épreuve de la gloire. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.